Ils sont 11 millions en France à accompagner au quotidien un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. J'aide, c'est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidantes et aux aidants. Plusieurs thématiques sont abordées, leur parcours, les difficultés traversées, mais aussi les solutions qu'ils ont trouvées pour mener de front leur vie personnelle, professionnelle et leur vie d'aidant. J'aide, c'est le podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidantes et des aidants. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous recevons Marina Al-Roubaé, autrice du livre Les proches aidants pour les nuls et de Il était une voix, un roman autobiographique où elle parle de son enfance auprès de ses parents sourds. Lors de cet échange, elle nous parle de la difficulté d'avoir été jeune aidante et de son cheminement pour parvenir à lâcher prise à l'âge adulte. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Janssen. Alors moi je suis Marina Al-Roubaé, je suis l'aidante de mes parents qui sont sourds, Tarek et Suzanne Al-Roubaé, et que j'accompagne depuis toute petite parce que je parle ou je signe la langue des signes avec eux, et c'est ma langue maternelle, et ils ont cet handicap qui est la surdité et qui est surtout lié en fait à un souci de communication pour se faire comprendre. Donc je suis leur intermédiaire je suis leur intermédiaire en tant qu'aidant pour traduire au quotidien leurs besoins vers le monde extérieur. Et ça depuis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et ça continue en tant qu'aidante parce que je le suis toujours avec mon frère et ma sœur, et j'ai maintenant 44 ans. Mon quotidien, en fait, j'ai toujours été disponible pour mes parents pour tout ce qui est papier administratif, la difficulté pour eux d'avoir accès en fait à l'écrit, la lourdeur de l'administratif, le fait que depuis toute petite, je les aide à remplir des papiers, que ce soit pour la maison des personnes handicapées, les dossiers MDPH, les relations avec la caisse d'allocation familiale, la Sécu, le contact avec les médecins, prendre rendez-vous, confirmer le rendez-vous, aller sur place avec eux pour faire la traduction. Je sais tout de leur santé, rien ne m'est caché. C'est la relation que je peux avoir aussi avec les membres de la famille qui ont besoin aussi que je fasse de l'interprète à la traductrice pour qu'ils puissent comprendre mes parents en réunion de famille. Je continue en fait de faire exactement comme quand j'étais petite, en fait, les mêmes tâches, avec plus de recul et plus de maturité. Et j'ai la chance aussi, avec mon frère et ma sœur, que les nouvelles technologies se soient développées. Ça veut dire qu'on peut maintenant joindre mes parents en visio. C'est-à-dire que lorsque je dis que je téléphone à mes parents, je les joins en visio, ce qui me permet de les avoir en image et de pouvoir communiquer avec eux. Donc c'est ça mon quotidien, que je jongle avec moi aussi ma vie professionnelle. Je m'assure aussi tous les jours de savoir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. C'est en fait je suis un petit peu comme une tour de contrôle en fait, qui m'assure que tout aille bien, que s'il y a pas, j'ai besoin d'anticiper. Je suis jamais au repos en fait mentalement. J'essaye de l'être, mais c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, et c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Comment faisiez-vous à cet âge-là ? Comment je faisais quand j'avais 6 ans? Ça, je me posais pas la question. Je voyais que mes parents étaient en difficulté pour communiquer avec l'extérieur. Ça leur demandait énormément d'efforts, ils le faisaient, hein. Mais pour, par exemple, prendre rendez-vous avec le médecin, ils allaient sur place, ils se retrouvaient porte close, ils devaient revenir. Rien n'était évident. Et en grandissant, donc à l'âge de 6 ans, c'est jeune, on a eu le téléphone qui est arrivé à la maison, parce que mes parents se disaient on sait jamais. Et je savais que j'avais moi mes oreilles. J'ai commencé à parler à partir de 6 ans, en fait. Tout est arrivé en même temps. J'allais souvent chez l'orthophoniste pour apprendre à bien m'exprimer. Et le téléphone a été surtout le point de départ pour être en lien avec l'extérieur, pour faciliter le quotidien dans tout ce qui est lié à la communication.
Donc pareil, c'était prendre des rendez-vous, la relation avec la famille pour qu'on ait des nouvelles. On se posait pas la question si j'ai annoncé que j'avais 6 ans. Mes interlocuteurs étaient assez surpris, mais ça leur posait pas plus de questions que ça. Et puis le but, c'est que on puisse comprendre les besoins de mes parents et qu'ils puissent se faire entendre à travers moi, à travers ma voix. C'était un quotidien en fait, voilà, ce que je ne parlais pas, dont je parlais pas à l'école. Je voyais pas où est l'intérêt. Je pensais que tout le monde vivait ça jusqu'à ce que je prenne conscience que c'était pas du tout le cas. Et il y avait ce décalage aussi avec les jeunes de mon âge, où moi j'avais ces responsabilités et eux pas forcément. Et voilà, je voulais pas que ça me stigmatise plus que ça, que je voulais une normalité que souhaitaient aussi mes parents. Voilà, on parlait pas de tout ça, j'en parlais pas moi à l'extérieur. Moi, ce que je vivais avec mes parents, c'était plus ou moins normal. Et c'est en fait un quotidien que je pensais unique. Et c'est bien plus tard qu'en faisant, parce que moi je suis journaliste de formation, en faisant un reportage sur les aidants, que j'ai pris connaissance que j'étais aidante. Et qu'il y avait des jeunes aidants aussi qui maintenant traversent aussi ce que j'ai vécu. On parle de 500 000 enfants au minimum, je dirais plutôt 1 million. Ça, c'est à peu près 2 enfants par classe qui testent leur situation parce que leurs parents sont en difficulté par la maladie, le handicap, ou parce que leurs frères et sœurs aussi sont malades, ou parce qu'ils ont un handicap aussi. Ils sont considérés comme jeunes aidants. Et ça peut être l'âge de 6 ans, en fait, comme moi. Donc, c'est mon quotidien, ça l'est toujours, et ça le deviendra, parce que mes parents vieillissent aussi. Ça, c'est un autre type d'aidance qui va survenir. Même si je le suis depuis l'enfance, je ne suis pas forcément préparée, donc c'est un autre défi qui va arriver. Quel impact ça a pu avoir sur votre jeunesse un peu en grandissant aussi? Forcément, le fait d'avoir aidé mes parents a eu forcément un impact sur ma vision de la réalité et, et, et mes rapports ont eu ça a eu des conséquences aussi par rapport aux autres, où j'étais complètement décalée. En fait, je ne veux pas dire que j'ai eu une jeunesse où j'ai profité de ma jeunesse. Je pense que j'ai été mature très tôt et j'avais pas du tout les mêmes préoccupations que mes petits camarades, qui consistaient à se dire, bah, en fait, là, c'est l'heure du goûter, il est 16 h, je vais m'amuser avec mes copains. Moi, c'était le soir quand je rentrais. Bah, parfois, il fallait que j'accompagne ma mère pour un rendez-vous chez le médecin. C'est toujours le médecin qui revient souvent. À 16 ans, on passait du temps, voilà, dans la salle d'attente. Et puis après, il y avait ce rendez-vous avec ce médecin. Le médecin s'adressait souvent à moi. Il ne voyait pas ma mère ni mon père, comme s'ils n'existaient pas. C'était très bizarre. Et c'était des responsabilités le mercredi pour faire des démarches administratives auprès de la caisse d'allocation familiale, la Sécu. Donc j'avais pas ce rapport qu'avaient ces jeunes au quotidien. J'étais déjà décalée, mature. J'étais pas du tout dans la norme. Voilà comment je me sentais déjà inadaptée socialement. Et déjà, je me sentais très différente. Donc j'avais ce sentiment d'être pas tout à fait normale, comme les autres en fait, comme les autres enfants. Donc adolescence, ça s'est accentué aussi. J'ai gardé les mêmes responsabilités tout en essayant de gérer mon quotidien à l'école, qui n'était pas chose évidente, parce que j'étais à faire aussi à me concentrer sur mes cours, et aussi essayer de trouver un équilibre entre l'aide que je pouvais apporter à mon père et à ma mère. Mais je mettais à part mes activités mes instants, je pouvais passer avec mes copines, j'avais pas le temps. Il fallait que je gère déjà le quotidien, que j'assure aussi au niveau de l'école, et c'était pas toujours évident. Et
Et est-ce que ça a aussi eu un impact sur votre relation avec vos parents? Est-ce que ça a eu un impact avec mes parents? Ça a forcément ça a changé complètement la place que je pouvais avoir vis-à-vis d'eux. En fait, ce qui était difficile, c'est que je suis leur fille, hein, donc c'est eux, en tant que parents, qui m'éduquent, qui me donnent des valeurs, qui me donnent des repères et qu'ils ont su très bien faire. Et en même temps, j'avais eu à prendre la place de parents, en fait, même très jeunes, en disant ce qu'ils devaient faire, quelle démarche qu'ils devaient prendre, m'assurer qu'ils aient bien fait. C'était en fait une place qui était biaisée dès le départ, en fait. D'une aide qui devait être ponctuelle, ben, c'est transformé en habitude. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'aidants, de ce que j'ai pu voir. Ça s'immisce comme ça insidieusement dans les rapports parents-enfants, et c'est un peu la place de chacun qui est un peu erronée, en fait. C'était un peu compliqué d'être la fille et en même temps celle qui devait faire pour ses parents. Donc la place de chacun a été un peu faussée, en fait. Je suis la fille de mes parents, mais en même temps leur aidante. Donc où trouver la juste place dans tout ça, quoi. Il y a une sorte de confusion qui s'est installée au fil du temps. Alors, j'ai appris que j'étais aidant dans l'exercice de mon métier en tant que journaliste. Je me suis, moi, spécialisée dans le social et médico-social et le handicap. Il n'y a pas de hasard. Par affinité aussi, par expérience de vie. Et c'est en 2013, j'ai eu à faire un reportage sur les aidants. Et je me suis posé la question de savoir qui étaient ces aidants, de quoi on parlait quand on utilisait ce terme. Et j'étais déjà surprise, scotchée, quand j'ai interviewé des personnes qui accompagnaient un proche, par exemple une maman qui avait un enfant polyhandicapé, une femme qui s'occupait de son mari qui a eu un cancer, du retour qu'ils m'en faisaient, c'est-à-dire du vécu personnel par rapport à cet accompagnement. On avait beau avoir aussi, j'avais en face de moi des personnes qui vivaient des choses différemment. C'était des cas différents, mais sur le vécu, c'est-à-dire c'était similaire, et ça a été pour moi un électrochoc, en fait. Et là, c'est à partir de là que je me suis dit que j'en faisais partie sans le savoir, et que nous étions millions à le vivre sans sans en parler autour de nous, parce que on veut pas, déjà c'était assez difficile de parler de sa situation. Il y a une espèce de pudeur, on veut pas partager des choses tristes. Ça fait peur de parler des choses tristes autour de nous, donc on fait comme si de rien n'était. Tout va bien, comme dit Madame la Marquise. Mais en fait, c'était à gérer au quotidien la solitude, l'isolement, ne pas être un poids pour les autres, se dire qu'on est aussi en bonne santé, il y a énormément de choses, en fait, qui me relient aussi à ce que disaient ces personnes. Et là, c'est là que j'ai compris que j'étais aidante aussi. Et je comprenais pas, en fait, pourquoi il y avait cette chape de silence imposée par la société, par les aidants eux-mêmes, parce qu'ils n'osaient pas en parler, quoi. Et par moi-même, parce que je n'avais pas conscience aussi. Je pense que c'est une question de prise de conscience. Et cette prise de conscience, il y a eu grâce aux personnes que j'ai interviewées. Quel rapport à ce rôle vous avez pu développer, ce rôle d'aidante et de l'aidance en général? Le rapport que j'ai développé, en fait, cette prise de conscience m'a permis de m'investir un peu plus dans la question des aidants. En fait, savoir, et là c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on n'osait pas demander de l'aide déjà. Alors, déjà, on va commencer par la base. Est-ce que déjà on se reconnaît comme aidant? Après, c'est de savoir où est-ce qu'on pourrait demander de l'aide, vers qui, quelle institution, où est-ce qu'on pourrait autour de nous, au niveau familial et amical, demander aussi un appui, un soutien moral, un soutien logistique. En fait, ça m'a permis de m'ancrer dans quelque chose qui me dit que, comme ce silence n'est pas possible, il faut pouvoir en parler davantage. Donc moi, en niveau professionnel, j'ai, moi, parlé davantage des aidants, de leur quotidien, de leur vécu, d'oser en parler en témoignant.
Et puis j'ai aussi, avec un autre aidant, écrit un guide, les aidants familiaux pour les nuls, qui se veut un peu comme un mode d'emploi, de l'aide qu'on pourrait chercher à l'extérieur et aussi de se reconnaître aussi comme aidant, de l'intérieur. En fait, c'est la vie qui m'a amenée en fait à aussi à m'engager, sur cette question-là et j'en suis, maintenant à je dirais pas à porter la parole des aidants, mais à mieux les faire entendre et c'est marrant parce que je fais la jonction en fait avec ce que je vis avec mes parents. Je fais aussi entendre mes parents dans leur silence et je fais entendre aussi les aidants dans leur silence et les mettre en lumière et qu'on entende enfin leur voix. Comment votre situation d'aidance a évolué au fur et à mesure des années? C'est mon corps qui m'a rappelé que j'avais dépassé les limites en fait. Être toujours en anticipation, toujours à aller à faire les choses, à me dire que ce que je fais n'est pas assez, à mettre en place des stratégies, d'anticiper les problèmes, de m'investir. Ça fait que je n'avais plus écouté mon corps je voyais plus que j'étais fatiguée, que je faisais aussi des crises d'eczéma. Et à un moment donné, à 18 ans, je suis tombée en dépression. Et c'est mon corps et je veux dire qui m'a dit: «Écoute, c'est bien beau tout ça, mais rappelle que tu dois prendre soin de toi». Et pendant 3 ans, en fait, je ne sais pas comment j'ai fait pour surmonter cette période. Je l'ai quand même surmontée. J'aurais pu voir un psychologue à ce moment-là, mais je l'ai fait bien plus tard. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne du recul, que je prenne soin de moi et que je pouvais pas non plus tout donner en fait. Et c'est à partir de là que j'ai pris le pas de re-responsabiliser mes parents par rapport à leur situation, en leur laissant en fait le champ pour eux aussi faire à leur niveau et que moi je puisse intervenir d'une manière différente auprès d'eux. C'est-à-dire ne pas tout faire à leur place, les guider, les accompagner, et quand il faut, intervenir, mais aussi dire à un moment donné, je ne sais pas, je ne peux pas, et je n'ai pas la réponse à tout, je ne suis pas non plus une superwoman, ni Mère Teresa. Donc c'est ça, la difficulté, c'est de trouver en fait un juste milieu entre prendre du temps pour moi et de pouvoir toujours les accompagner parce que la situation le demandait. Et lorsqu'un proche est en difficulté, on l'aide naturellement. On se pose pas la question si on doit le faire ou pas. C'est ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on aide parce qu'on aime et aussi par devoir aussi. Donc, alors pour cette question de prendre du temps pour moi, c'était important et ça l'est toujours. Par exemple, c'est dormir plus. Sinon, j'ai mieux, c'est de faire du sport, c'est prendre le temps de rêver, de me promener, des choses toutes simples en fait, qui pour moi sont du luxe. Quelle est la relation que vous avez avec vos parents? Donc non, la relation que j'ai avec eux, c'est d'adulte à adulte en fait. Euh, je suis là toujours disponible pour eux, hein, y a pas, et ce sera toujours le cas. Je sais pas faire autrement de toute façon. Et là, ce que j'apprends en ce moment, c'est de cerner quels sont mes besoins. J'apprends à les, je découvre en fait, parce que j'ai été voir aussi des psys pour mettre des mots sur mon vécu, pour prendre du recul. Et maintenant, j'en suis à avoir une relation plus apaisée avec eux, plus serein. Ils comprennent aussi l'implication que j'ai eue auprès d'eux. Ils en ont complètement confiance. Ils ont dit s'ils avaient eu le choix, ils auraient fait autrement, mais que c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'autre aide que nous, moi et mes frères et sœurs, et mon frère et ma sœur, parce qu'il n'y avait pas de soutien extérieur. Parce que la particularité de la surdité, c'est que c'est un problème de communication et il y a toujours à intervenir pour faire comprendre, pour faire entendre, et qu'il n'y a pas tant que ça de dispositifs accessibles pour faire des démarches toutes simples comme aller voir le médecin. Ma mère essaye d'y aller toute seule. Moi, je peux plus l'accompagner parce que je travaille aussi. Je peux pas prendre non plus tous mes congés, ni mes RTT pour l'accompagner. Et elle le fait toute seule de son côté. Après, je rappelle le médecin derrière pour savoir ce qui s'est dit pendant la séance, quels médicaments elle doit prendre. C'est quand même quelque chose qui reste
je serai toujours aidante en fait. J'étais, je suis et je resterai. Et alors ma relation avec eux, c'est un juste équilibre qui se met en place, où l'aidance a toujours sa place, mais en même temps où j'ai moi aussi ma place, et aussi importante que celle de mes parents. Et c'est ça qui est une prise de conscience qui permet moi aussi de prendre du recul émotionnellement et psychologiquement. Est-ce qu'il vous arrive-t-il de culpabiliser? Bah, je culpabiliserai. Je culpabilise tout le temps en fait. C'est horrible parce que je me dis que j'en fais jamais assez. Je sais pas, j'ai beau me dire que ce que je fais c'est déjà bien, mais ça dépend des jours. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que parfois j'arrive à prendre du recul et parfois pas du tout, quoi. Donc la culpabilité, elle est toujours sous-jacente. Parfois j'ai l'impression d'avoir dépassé, mais elle me rappelle à l'ordre parfois en me disant avec cette petite phrase, elle me dit: «T'as vu ce que t'as fait, c'est pas assez, tu crois avoir bien fait», mais il y a toujours cette petite voix intérieure qui me parle là. Je voudrais juste la faire taire un peu, quoi. C'est horrible ce truc. C'est J'y travaille hein, dessus. Hein. C'est un travail au quotidien. Si j'ai pas appelé un jour ma mère ou mon père, je me dis t'es une mauvaise fille, hein. T'as vu, hein, tu prends pas de leurs nouvelles. Hein. Donc je vais les appeler même si je suis fatiguée. Même si je suis fatiguée, et c'est ce que témoignent beaucoup aussi les aidants, c'est ça, il y a ce sentiment de culpabilité qui est là présente. Donc pour l'atténuer, je dis bah j'ai fait du mieux que je peux quoi. Ce que j'ai apporté, c'est déjà énorme. Donc la culpabilité, je sais pas, je crois que ça dépend des tempéraments, ça dépend de la personnalité des personnes, de leur vécu, de leur histoire. Euh, elle est présente, elle est toujours présente. Alors comment la gérer, je sais pas en fait. Moi je le fais en faisant de la danse par exemple, pour évacuer, en parlant, en écrivant aussi. J'ai un journal dans lequel j'écris aussi ce qui me traverse, pour prendre la distance avec cette surcharge émotionnelle et cette vilaine culpabilité. J'ai pas de recette type, mais voilà ce que moi je mets en place de mon côté. Vous écrivez beaucoup d'ailleurs, vous avez écrit un livre. Pourquoi l'avoir écrit? Il était une voix? Je l'ai écrit parce qu'on me l'a demandé en fait. J'ai écrit Il était une voix parce qu'on me l'a demandé. Je pensais que mon expérience, mon vécu n'avait pas d'importance. Et il semblerait que si. Quelqu'un qui m'a dit mais il faut vraiment que vous l'écriviez. Et c'était un agent littéraire qui m'a trouvé un éditeur. Et mine de rien, voilà, je me suis mise à l'écriture. Et je voulais en fait indirectement, en fait, à travers Il était une voix, donc c'est l'expérience d'une petite fille qui vit, qui est la voix de ses parents de ses 4-5 ans à maintenant, à ses 24 ans. C'est un point de vue de savoir comment elle a vécu moi, hein, je parle de moi, cette période, et qu'est-ce que la surdité au quotidien à travers mes propres yeux, et comment j'ai pu aider mes parents. C'est pour montrer aussi c'était quoi la difficulté d'être sourd au quotidien, sans aide extérieure. Et pourquoi on tombe aussi dans les danses, sans s'en rendre compte. Et ce que j'en ai tiré comme expérience et comme enseignement pour ma vie et celle des autres aussi. Et j'en ai retiré énormément. J'ai l'impression d'écrire ce livre déjà pour moi-même, comme une sorte de thérapie. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant de toutes les ressources que j'ai dû déployer pour les aider sans me rendre compte. Toute la force que j'ai développée aussi, les compétences, le savoir-être, le savoir-faire. J'avais pas conscience de tout ce trésor que j'ai développé à mon insu. Et en prendre conscience, m'a fait énormément de bien aussi. Alors, il y a eu un impact. Ce livre a eu un impact vraiment beaucoup plus grand qui a dépassé le simple fait de témoigner que mes parents sont sourds et de leurs difficultés au quotidien. Beaucoup m'ont écrit, m'ont dit, mais en fait, je me reconnais dans votre témoignage parce que
même si mes parents entendent, ben, ils sont d'origine étrangère, ils sont portugais, ils sont marocains, ils ont eu à s'intégrer en France. Ils ont dû à se faire comprendre aussi. Donc moi, en tant qu'enfant, j'ai dû aussi les accompagner pour faire les démarches administratives, pour faire le traducteur. Je veux dire, c'est drôle, c'est pas la bonne expression, mais surprenant que ça dépasse le fait que ça dépasse le cadre de la surdité et que ce témoignage touche d'autres personnes qui ont eu des parents d'origine étrangère qui ont dû s'intégrer en France et aussi se faire entendre et comprendre à leur manière. Ça a aussi eu un impact à ce niveau-là. Parce que ces livres, ça parle de l'acceptation du handicap, de l'intégration, le fait de déployer des efforts énormes pour pouvoir se faire comprendre, entendre. Ça parle d'amour, ça parle de la place dans la fratrie, ça parle de la place du parent, de l'enfant, ça parle de solidarité, ça parle aussi de solitude, ça parle de plein de choses et qui ont un écho aussi en tant que chez d'autres personnes et qui était assez étonnant de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des projets futurs, d'autres livres, d'autres projets pour l'avenir? Avec Jean, le co-auteur du premier guide Les aidants familiaux pour les nuls, nous avons réactualisé le guide qui est devenu Les proches aidants pour les nuls, sur lequel on a mis l'accent un peu plus sur la conciliation vie pro, vie perso, sur la place des jeunes aidants, sur le besoin de répit aussi. Il y a eu aussi à réactualiser tout ce qui est dispositions législatives, comme le congé proche aidant, qui permet aussi de donner en fait aux aidants des billes pour eux, pour faciliter en fait leur vie au quotidien, avoir les bonnes informations et les bons interlocuteurs. Donc c'est l'un des projets qui est en cours là. Le projet vient juste de sortir, le livre vient juste de sortir. Et entre-temps, j'ai eu aussi à développer moi mon propre projet professionnel. Parce que tout ce cheminement a eu un impact aussi sur ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai créé en fait l'agence de conseil RH Les Aidantes & Co avec une autre aidante qui est Sigrid Jo et qui a eu elle-même accompagné sa maman qui a eu la maladie de Parkinson pendant 15 ans et qui a dû aussi concilier vie pro et perso. Et elle a bien vu comme moi que la vie personnelle a eu un impact sur la vie pro et même dans la vie professionnelle, on tait sa situation. Et qu'il y a des millions de personnes aussi qui sont salariées et qui aident leurs proches et qui se silencent. Et c'est toujours dans cette même démarche de pouvoir ouvrir les portes, de dédramatiser, de démystifier le fait d'être un aidant et que c'est normal que ça arrive à tout le monde. Donc ma démarche, c'est de permettre aussi de sensibiliser les entreprises et les conseiller à mieux accompagner leurs salariés aidants, à être aussi productifs au travail et pouvoir aussi les aider à concilier leur accompagnement auprès de leurs proches. Donc voilà où j'en suis maintenant professionnellement et voilà, on va mettre en place des formations de sensibilisation, des ateliers thématiques. C'est une démarche qui donne du sens aussi à notre propre vécu. Donc c'est une continuité de ce que j'ai pu vivre moi personnellement, d'une année du sens, et qui aboutit à ce projet professionnel qui va prendre de l'ampleur en tout cas, et qui va avoir une belle résonance, je pense, auprès des entreprises. Donc voilà où j'en suis de mes projets. J'ai pas d'autres livres en vue, peut-être, on verra. Mais s'il y a écriture, il y aura une écriture plus personnelle, plus liée à l'imagination, qui aura rien à voir avec les danses en tout cas. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter peut-être? Quand on accompagne une personne, un proche, c'est de pouvoir en parler autour de soi, ne pas avoir honte d'en parler, d'expliquer son quotidien, de trouver des personnes ressources à qui en parler, se reposer, pour être juste écouté et donner corps à une réalité, compter. C'est important de pouvoir aussi trouver des gens autour de soi qui nous soutiennent, parce qu'on n'a pas à gérer seul cette situation-là, parce que c'est pas tenable en fait. C'est pas tenable. Ce silence, ça tue à petit feu.
Et le but, c'est de se dire que c'est louable d'aider son proche, et c'est normal, mais pas au détriment de sa santé et de sa vie, en fait.